Chers amis et auditeurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous retrouver avec, comme il est souvent d'accoutumée, mon ami Pascal Mas, conseiller diplomatique, conseiller diplomatique du représentant de la République de Tatarstan russe en France et spécialiste des BRICS. Et c'est une émission exceptionnelle puisque nous avons le grand plaisir d'accueillir pour la sortie de son nouveau livre, c'est pratiquement une des premières missions qu'il fait avec nous, Alexandre Delval. Alexandre Delval, bonsoir. Bonsoir, On ne vous merci. présente plus, vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Vous avez, en 1997, euh, publié cet ouvrage Islamistes et les États-Unis, une alliance contre l'Europe, qui, avec le caractère hélas prémonitoire du 11 septembre 2001, vous avez été d'ailleurs une véritable coqueluche des plateaux télévisés à partir du 11 septembre 2001, mais vous l'avez été un peu moins parce que vous avez gardé votre franc-parler, vos valeurs, et vous n'avez pas changé. Vous êtes un ami personnel, je tiens à le souligner, et vous êtes ici à plusieurs titres. Alors aujourd'hui, vous publiez un peu dans la continuité de votre dernière publication, notamment La Oui. mondialisation dangereuse, ce livre qui s'avère passionnant, le nouvel ordre post-occidental, avec en sous-titre Comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique. Ce livre qui est publié aux éditions de l'Artilleur, et nous allons avoir le grand plaisir pendant l'heure et quart qui nous reste d'en parler. Cela dit, quelques points notamment d'actualité, puisque c'est un journal de l'international, nous évoquons toujours l'actualité internationale. Je voulais évoquer un point qui est a priori franco-français, mais qui en fait a un certain nombre d'explications au plan international. Vous savez qu'aujourd'hui, les médias publics, France Inter, France Télévisions, les médias, j'aime pas beaucoup ce terme, je veux pas mettre, je paierai l'amende à Radio Courtoisie par une contribution, les médias dits mainstream invitent Monsieur Gabriel Zucman. Alors Monsieur Gabriel Zucman, c'est quelqu'un d'assez pâle, à mon avis peu reluisant, et c'est un élève de quelqu'un qui pour moi fait partie de ces imposteurs de l'économie qui s'appelle monsieur Thomas Piketty. Vous savez, qui sont des gens en fait à qui je fais un reproche, c'est de taire leur marxisme. Au moins, quand vous avez un marxiste, un communiste en bonne et due forme, vous pouvez l'affronter, alors que ces gens-là ne disent pas qu'ils sont marxistes. Alors, monsieur Zuckman, lui, a inventé une taxe qui porte son nom. Il enseigne à Dauphine. Je suis quand même très, très déçu de l'évolution de Dauphine. Moi, j'ai été un ancien étudiant de Dauphine, entre autres, notamment en troisième cycle de droit notarial. Je pense que le regretté professeur Henri Tesnas du Monteil, qui avait monté Dauphine dans les années 80, qui avait réussi par imposer ce qu'on devrait imposer à toutes les universités, c'est-à-dire la sélection à l'entrée, eh bien, doit se retrouver dans sa tombe face à de telles personnes. Monsieur Zuckman a inventé enfin une taxe qui consiste à frapper à 2% les patrimoines au-delà de 100 millions d'euros, ce qui veut dire qu'en fait, vous frappez également tout. C'est-à-dire vous frappez également la détention de parts sociales, et ce qui fait que plusieurs personnes, notamment, seraient obligées de liquider au moins une partie de leur entreprise pour vendre. Alors, je me suis posé la question des relations avec M. Zuckman. Ben, M. Zuckman a deux types de relations. Un avec M. Raphaël Glucksmann, dont il est proche, qui représente aujourd'hui ce que j'appelle la contre-France, c'est-à-dire véritablement la personne la plus hostile véritablement à la France, peut-être plus que Emmanuel Macron, c'est Monsieur Glucksmann. Moi je le prends au mot, je n'ai pas l'habitude en effet d'étayer mes arguments par des paroles inertes. Monsieur Glucksmann, c'est lui qui a dit qu'il se sentait plus chez lui à Berlin, plus il se sentait plus chez lui à Berlin et à New York que dans le Poitou, dont acte. Donc il y a une proximité entre les deux. Et puis on a vu également que M. Gabriel Zuckman était lié au réseau Soros. Les réseaux Soros, je le rappelle quand même, qui sont des réseaux antinationaux par essence. George Soros et OpenSAC sont antisociaux, qui sont donnés pour but de détruire les nations. Toutes les nations, bien sûr, les nations européennes, en favorant la submersion migratoire, mais également la nation israélienne, parce que M. Soros ne supporte pas non plus que les Juifs aient le droit à un État, notamment Israël, puisque Alexandre Delval, vous le savez, notamment, les Open Society subventionnent des associations qui sont quand même pas proches, mais disons pas éloignées du Hamas et d'organisations radicales palestiniennes, c'est dire la haine de la nation qu'a cette personne. Eh bien, on a vu qu'il y avait des liens entre M. Zuckman, Soros et M. Glucksmann. Et M. Zuckman, par contre, est quelqu'un d'assez habile, puisqu'on ne dénonce pas assez, c'est qu'en matière d'optimisation fiscale, il arrive à payer une partie de ses impôts aux États-Unis. Donc, je tenais quand même à dénoncer cet imposteur, cette véritable imposture, et dire quand même que les Français, eh bien, qui paraît-il à 90% adoptent cette taxe, eh bien, ils sont
quand même dans une très forte majorité, ce que je regrette, comme les décrivait Tocqueville, c'est-à-dire qu'ils se préfèrent égaux dans la servitude que dans la liberté. Il y a quand même un mal français de la jalousie, de l'égalitarisme qui ronge, et se poser un peu les questions. Il faudra qu'un jour les Français pensent que si on frappe les riches, c'est pas pour autant qu'il y en aura plus dans leur poche, etc. Donc cette taxe Zuckman aurait pour moi un effet dévastateur sur une économie française qui est déjà plus que moribonde. Et je tenais quand même sur le vu international des implications de M. Zuckman à dénoncer cette véritable imposture intellectuelle, économique, puisque M. Zuckman fait partie de ces économistes qui ne connaissent pas l'économie. La France a eu des prix Nobel d'économie, 2 derniers qui sont contestables. M. Aguillon, en effet, qui paraît-il a rédigé le programme de M. Hollande et le programme de M. Macron. On a vu en effet toutes ses compétences. Alors maintenant, il se permet de dire que les élus, notamment du Rassemblement national, sont incompétents, mais je pense que M. Aguillon l'a prouvé. Je ne vais même pas revenir sur le prix Nobel de Mme Esther Duflo, qui est en fait, pour moi, être plus une sociologue. Par contre, le prix Nobel qu'avait reçu Jean Tirole me paraissait plus digne d'intérêt. Jean Tirole, polytechnicien, qui avait monté l'école d'économie de Toulouse et qui avait introduit notamment le concept de flexi-sécurité, montrant que en libérant à la fois le marché du travail, mais également en exigeant une formation des personnes, on pouvait en effet réussir, non pas peut-être à casser le chômage, mais à le réduire. Et puis un prix Nobel que j'ai eu la chance de rencontrer, alors là, qui est Maurice Allais, qui est un géant de l'économie. Maurice Allais, qui est pour ses travaux sur l'indexation des créances, mais Maurice Allais surtout, ce qu'il fallait retenir, c'est qu'il s'était opposé notamment au traité de Maastricht, et il établissait qu'on ne pouvait établir des zones de libre-échange contre des pays qui avaient des économies similaires au niveau de protection sociale, au niveau de protection environnementale et en termes de... Donc voilà un petit peu pour revenir sur le plan économique. Alors il y a un autre fait d'actualité dont mon ami Pascal Mas tenait à évoquer, tenait que nous évoquions ensemble, c'est bien sûr le grand succès législatif de notre ami Javier Milei. Oui, appelons-le notre ami inter, parce que c'est un homme quand même qui sort de l'ordinaire, qui a sorti son pays de la torpeur, et contre toute attente, son parti a obtenu 40% des voix, dans un pays quand même qui était gangréné par le péronisme, le péronisme qui soit de droite et de gauche, qui est fondé quand même certes sur un certain populisme, mais également sur un assistanat. Je rappelle qu'il a fermé une chaîne qui émettait 2 heures par jour et qui avait 800 employés, entre autres, qu'il a réduit les dépenses de 30%, et de façon conséquente, notamment les recettes de 30%, et également le nombre de fonctionnaires je crois, de 20%. Avec, c'est vrai, au début, un certain nombre notamment d'assainissement, et toute politique d'assainissement économique, elle a ses contreparties. Elle a une baisse de la croissance en premier temps. Quand vous avez une croissance qui est tellement corrélée à la dépense publique et à la consommation, comme elle l'est en France aujourd'hui, mais ensuite qu'une fois que vous avez assaini l'économie, eh bien l'économie repart sur des bases naturelles, sur les fonctions du marché et de la liberté économique. Alors Pascal Mas, je pense que vous voulez nous apporter notamment votre éclaircissement sur la victoire de Javier Milei. Alors oui, merci François. C'est pas une vraie surprise. C'est comme l'élection de Donald Trump. Il s'agissait simplement d'être attentif à ce qui se passait dans le pays, des attentes qui s'étaient manifestées lors de l'élection présidentielle de Javier Milei, et de bien comprendre comment réagissent les gens. Et malheureusement, ici, en Occident et surtout en France, en Macronistan, on voudrait que tout le monde soit pareil. C'est-à-dire que les Argentins pensent la même chose que les Chinois, qui pensent la même chose que les Nigérians, qui pensent la même chose que les Irlandais ou les Suédois. Bon, c'est pas ça. Et à force de dire, voilà, on va faire rentrer une boule dans une boîte carrée, eh bien, ça marche pas. Et là, maintenant, tout le monde est surpris de dire comment ça se fait, c'était inattendu et tout ça. Mais pas du tout. L'élection de Donald Trump, qui était, je me souviens, parce qu'on a fait une émission le 3 novembre ici, ensemble, François, j'étais pas tranquille, mais mes amis américains me disaient, attention, tu vas voir ce qui va se passer, parce qu'il y a vraiment une volonté de la part du peuple de mettre à bas sous ce système qui les a complètement gangrénés, asservis et décervelés. Et donc, c'était le cas de l'Argentine. On a vu que aussi, en Bolivie, l'expérience gauchiste a échoué. Et il y a une reprise en main des gens qui travaillent, qui ont envie de réussir. Tout ça, il ne faut pas oublier qu'autrefois, l'Argentine était un pays très très riche.
C'est jusqu'avant la guerre, c'était un pays très très riche, l'Argentine. Bon, il y avait des pauvres évidemment, donc je vais pas revenir sur la geste d'Evita Perón et compagnie, mais maintenant il y a un espoir, il y en avait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était bon, bah, si tu gagnes un dollar, parce qu'on comptait même plus en monnaie locale, parce que la monnaie était tellement dévaluée qu'on comptait directement en dollars. Bah, maintenant, c'est plus la peine d'aller le cacher aux États-Unis, on peut le réinvestir sur place. Donc ça, c'est un gros changement. Alors là, nous, on est en train de faire le contraire ici au Macronistan, hein. C'est-à-dire que tout le monde dit, oh là là, si je mets 1 euro de côté, les autres vont me le piquer, donc je vais aller le mettre ailleurs. Bon, donc là, il se passe quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que non seulement l'inflation a baissé dans des conditions extraordinairement spectaculaires, et qu'il y a de nouveau une confiance dans l'économie du pays. Et ça, c'est très important. Quand les ressortissants n'ont pas confiance dans l'économie de leur pays, ça peut pas marcher. Et c'était le cas depuis l'Argentine et le Brésil et combien d'autres pays comme ça, depuis les années 70. Et là, c'est nouveau. C'est-à-dire que, bon, moi je le sais pour la Russie par exemple, hein, quand il y a eu l'ouverture après la fin de l'URSS, tous les oligarques mettaient leur argent en Chypre, à Malte et tout ça. Et c'est quand Vladimir Poutine a réformé le système fiscal que il y a beaucoup d'argent russe qui est revenu de ces paradis fiscaux pour être réinvesti dans l'économie. Donc voilà, donc Milei, bravo, c'est 20 sur 20. Alexandre Delval, votre point de vue sur ce triomphe électoral de Javier Milei, en évoquant peut-être, alors on va peut-être ensuite déflorer davantage sur votre livre, mais peut-être que c'est également, on sait qu'on connaît sa proximité avec Donald Trump notamment. Est-ce que ça a une signification également dans un nouvel ordre post-occidental pour vous? Alors, pas forcément. Lui, ça pourrait presque être l'une des exceptions au paradigme Ouais. C'est ce que je pensais un peu, voilà. Voilà, et moi, ça me gêne pas de déconstruire, même si je ne suis pas déconstructeur, mes propres Vous n'êtes visions. pas un parce auteur que, déconstruit, hein. Voilà, Voilà. on n'est pas ni un mari déconstruit, ni un auteur déconstruit. Mais je ne suis pas surpris lorsque je traînais un petit peu souvent à Buenos Aires dans les années 2000 avec mon épouse argentine, qui était d'un milieu libéral. J'étais tout le temps en train d'écouter des, des rancunes et des développements très intéressants qui accusaient le péronisme démagogique et syndicaliste d'avoir fait passer un pays qui avait une très grande classe moyenne, qui faisait rêver. Moi, je me rappelle même dans ma famille, des gens d'origine sicilienne, ils voyaient l'Argentine comme l'Eldorado. Et jusqu'aux années 60, il y avait encore beaucoup de migrants qui allaient en Argentine parce qu'ils savaient que là-bas, c'était sûr qu'ils auraient un destin assez agréable. Et contrairement à d'autres pays d'Amérique latine, avec beaucoup de protection sociale et de droits sociaux et de syndicats, etc. etc. Et je me rappelle, les libéraux, des milieux entrepreneurs me disaient, ce pays va devenir pauvre car la logique de la dette, de la démagogie, de l'assistanat, du syndicalisme, c'était un peu comme la Grèce avec des 15e mois, avec des corporations qui avaient des privilèges incroyables. Il me disait, ce pays va réussir le tour de passe-passe à devenir pauvre à cause de la politique. Et il me disait, le péronisme est en fait un démagogisme. On peut dire que c'est synonyme. Le péronisme, ce qu'il restait de péronisme à l'époque de Carlos Menem, vous savez, ce sirop libanais avec les pâtes horribles. On l'appelait Il Turco. El Turco, voilà. oui. Alors, il y a une raison. En Argentine, ce qu'on appelle El Turco, Tous les gens du c'est en fait Moyen-Orient. les Arabes. Pourquoi? Oui, Parce bah, que ils venaient de l'Empire ottoman à l'époque. voilà, Oui, voilà. exactement. Ils Les n'ont pas de migrations maghrébins. syro-libanaises dans les pays latino-américains, qui étaient plus Et oui. souvent d'ailleurs libanaises que, Vous qui êtes spécialiste du Liban, que vous le savez. syriennes, Et venaient ils mélangent justement de turc. l'Empire ottoman. Voilà. Voilà, il mélange ottoman avec turc. et Il pour eux, avait d'ailleurs quelqu'un- dû se convertir au catholicisme, puisque Absolument. le catholicisme, comme dans beaucoup de pays, notamment les religions d'État, et que le président doit être catholique, En Amérique lui latine, et son épouse Fatima Zuleyma, qui était une sainte Absolument. également, les deux avaient dû se convertir au catholicisme d'ailleurs. Absolument. Et à l'époque déjà de lui, ensuite, il y a eu bien sûr toute une évolution, des retours récurrents du péronisme qui ont réussi à faire en plus dériver vers un péronisme gauchiste juste avant Milei qui a littéralement détruit l'État, le peu de richesse Enfin, il y a beaucoup de richesse, mais le peu de richesse en PIB par habitant qui restait a été détruit. Et donc, quelque part, c'est une revanche. Ces libéraux, je me rappelle, qui étaient très remontés contre le démagogisme péroniste, c'est une énorme revanche pour eux. Par contre, c'est compliqué quand vous enlevez des avantages, quand vous annoncez des vaches maigres, comme vous l'avez très bien dit dans votre introduction,
quand il y a eu trop de mauvaises habitudes, c'est très compliqué pour celui qui annonce une purification du système parce qu'il doit passer par une période d'austérité extrêmement douloureuse. Pour les classes qui ont été assistées, c'est un peu comme quand Bolsonaro est arrivé après Lula. Il est un peu moins génial dans son style que Milei, c'est un brave capitaine, un peu basique. Bolsonaro, il n'est pas entouré des économistes friedmaniens. Mais, d'ailleurs, l'Institut Milton Friedman à Rome, dont je suis ami du président, a décoré de l'Institut Friedman M. Milei parce qu'il a ses économistes friedmanien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'Argentine. Oui. Je lui souhaite bonne chance. Il a ce style, bien sûr, réseaux sociaux obligeants, parce que de nos jours, on est dans une société de communication où il faut être transgressif et provocateur. Sa tronçonneuse a toujours ses pattes. Là, ça doit être très argentin. Ils ont tous les pattes énormes. C'est hirsute et tout. Est-ce qu'il va y arriver? Parce qu'il y a beaucoup de forces contre lui. Moi, je pense même qu'il va risquer un assassinat. N'oublions pas que beaucoup d'hommes politiques populistes sont ou ont été tués, depuis Pim Fortuyn, les tentatives contre le président slovaque, les tentatives contre Bolsonaro, 2 coups de couteau en pleine campagne. Je ne serais pas étonné que les forces gauchistes, démagogiques, il y a également le coup de couteau judiciaire. Parce que n'oubliez pas ce qui s'est passé en Roumanie, et puis évoquons ce qui pourrait se passer en France si en 2027 nous connaissons une grande alternance. Mon ami Frédéric Rouvillois qui a même dit que le Conseil constitutionnel en France pourrait même annuler les élections en disant que le vote pour le Rassemblement national est une atteinte à l'état de droit. Voilà. Alors, et je pense que je connais Frédéric Rouvillois qui est quelqu'un d'extrêmement sérieux à l'agrégation publique. Je pense qu'il faut tenir compte de ses propos. Et vous avez raison. Et dans mon livre, d'ailleurs, dans le chapitre 6 du livre, je montre, et même dans le chapitre sur les conséquences de la guerre en Ukraine, parce qu'il y a un chapitre sur la guerre en Ukraine et un chapitre sur les conséquences de la guerre en Ukraine, les implications au Moyen-Orient, dans le Caucase et dans les Balkans, et je fais un peu un tour d'horizon. C'est assez effrayant, la réduction de la démocratie qui a été avalisée sous couvert de lutter contre l'ingérence russe. En Moldavie, en Roumanie, l'ingérence des pays occidentaux sous couvert de lutter contre les méchants pro-russes est devenue absolument inquiétante puisque on a quand même interdit un candidat de se présenter, Georgescu, après avoir annulé la victoire de son premier tour. Ensuite, il a carrément été interdit. Et j'ai beaucoup d'amis en Roumanie qui sont d'ailleurs plutôt anti-Georgescu, c'est un club de patrons libéraux, etc. Eux-mêmes reconnaissent qu'il n'y a pas de preuves concrètes d'une intelligence avec l'ennemi de la part de Georgescu. Et apparemment, les soi-disant preuves qui n'ont jamais été apportées, puisqu'on n'a pas réussi à prouver au peuple roumain pourquoi, eh bien, ça vient de la France et de Bruxelles. C'est les milieux bruxellois et la France et les services français, soi-disant, qui auraient avec dit... Emmanuel Macron qui veut réglementer maintenant, voilà. Qui veut réglementer l'accès aux réseaux sociaux. Alors, c'est passé tout à fait inaperçu. Oui. Ça fait peut-être la transition. Emmanuel Macron, là, qui veut totalement réglementer l'accès aux réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a eu l'affaire, pas ChatGPT, mais Chat, je ne me souviens plus, au sein de l'Union européenne, on voulait interdire, alors on voulait, sous prétexte de réglementer l'accès aux mineurs à des sites pornographiques, oui. Ce qui est tout à fait louable déjà. En soi, néanmoins, il y avait une motion de contrôle, une volonté notamment de contrôle l'ensemble des faits. Pour revenir sur l'Argentine, il y a quand même un pays également aujourd'hui qui a assaini son économie avec une cure d'austérité, c'est le Portugal. Bien sûr. Le Portugal qui a dû le faire, notamment avec Antonio Costa, l'ancien Premier ministre, aujourd'hui président du Conseil européen, mais actuellement l'actuelle majorité centre-droit du Premier ministre Monténégro, avec non pas le soutien, mais disons l'apport quand c'est nécessaire du parti qui monte, le parti de droite nationale Chega d'André Ventura, a tellement bien quand même assaini leur économie, c'est qu'ils sont depuis 2 ans en excédent budgétaire et qu'ils ont consacré cet excédent budgétaire respectivement 1 au remboursement accéléré de la dette et 2 à l'augmentation des pensions, notamment les pensions de retraite qui étaient assez faibles dans un pays comme le Portugal. On a des gens qui travaillent jusqu'à 70 ans au Portugal avec des retraites... Et l'Italie, 67 ans. Des retraites très faibles. Eh bien, le Portugal a réussi à assainir son économie, sachant que c'est un pays de travailleurs, un pays inventif, un pays qui exporte. Donc le Portugal pourrait être peut-être devenir un petit dragon européen dans les années qui viennent. Alors il y a un dernier terme d'actualité avant qu'on passe à votre livre, je voulais aborder, qui est un terme également de politique intérieure, mais qui a des répercussions extérieures. Alors c'est le vote notamment, vous savez, à une voix de majorité près, de
demandant, c'est un vœu en fait, une résolution de l'Assemblée nationale demandant l'abrogation de l'accord franco-algérien de 1968. Je rappelle que cet accord fait pratiquement, moi, comme j'ai convenu de le dire, un Algérien. Je pense que c'est une grande erreur de De Gaulle, notamment. Il est dans la continuité des accords d'Évian. C'est un accord d'Évian plus, fait de tout Algérien un Français potentiel. Je pense qu'on paye également, là, il faudrait revenir au livre, l'excellent livre de Bernard Lugan. Vous savez comment la France est devenue la colonie de ses colonies, avec cette folie d'avoir voulu franciser l'Algérie, d'avoir fait 3 départements français, d'avoir francisé l'Algérie, alors que, à mon sens, personnellement, vous savez, je suis au carrefour de plusieurs droites, notamment la droite contre-révolutionnaire, anticolonialiste, et je pense que un peuple est un peuple, quel qu'il soit, et tous les peuples ont le même mérite, doivent être respectés. Et je pense que la colonisation qui vient de la gauche, avec ces fameuses phrases, vous savez, de Ferry et de Blum, en disant nous allons apporter nos lumières aux races inférieures. Je dis, qu'est-ce qu'ils vous prétendent de dire que ce sont des races inférieures? Ce sont des peuples différents, mais ce ne sont pas pour autant des races inférieures, ce qui suppose là un véritable racisme. Le racisme, c'est de présupposer notamment qu'il y a une race supérieure à une autre, et apporter des lumières. Je ne pense pas que notamment les héritiers de Robespierre, entre autres, et de Rousseau, sont des gens qui apportaient beaucoup de lumière aux sociétés. Voilà. Et je pense c'est un petit côté nouvelle droite, pas totalement chez moi, mais également dans ce respect pour les peuples. Alors, l'Algérie, je pense que De Gaulle a commis des erreurs, notamment De Gaulle, paradoxalement, qui voulait une rupture des liens avec l'Algérie. Alors ça peut se comprendre, notamment pour des questions démographiques, mais De Gaulle n'est pas du tout allé au bout de cette logique, puisque à partir du moment où il fallait se séparer, il fallait une séparation pure et simple. C'est-à-dire les Français en France, les Algériens en Algérie, et empêcher notamment l'immigration algérienne qui a été massive à partir de 1963, du fait des accords d'Évian. Les accords d'Évian donnaient une possibilité d'émigrer pour les Algériens en France, pratiquement sans aucune limite, et cette faculté a été largement augmenté par les accords d'Alger. Un Algérien qui vit en France, je vous rappelle, il a tout de suite les prestations sociales, la retraite, le RSA, etc. Et je vous rappelle qu'il y a une carte de séjour. Quand vous avez les cartes de séjour, vous avez une carte de séjour et carte de séjour d'Algérien. L'Algérie est traitée de façon différentielle et privilégiée. Je pense que finir ces accords, c'était une bonne fois pour toutes, bien se séparer avec l'Algérie, être pour l'indépendance de l'Algérie et non pas passer, comme je dis aujourd'hui, on est passé quand même de l'Algérie française à pratiquement une France algérienne. C'est-à-dire qu'il y a notamment une France aujourd'hui qui ne décide plus, en effet, de son immigration, de son choix, du fait de ces accords. Et les accords, pour moi, ont été quand même l'occasion de voir qu'à l'Assemblée nationale, eh bien, il y a le parti de la France française, et puis il y a le parti de la France algérienne. C'est simple. Tous ceux qui ont voté, la gauche notamment, et l'aile gauche de la Macronie, se scandalisent notamment de par d'accord raciste, la FI, ce qui n'est pas du tout un accord raciste. C'est un accord, en effet, qui était privilégié. Ça fait même partie de ce qu'on appelle les traités inégaux, pour moi, en droit international. C'est les Chinois reprochaient à juste titre les traités inégaux du milieu du XIXe siècle, mais c'est ce qu'on appelle un traité inégal, puisqu'il y a une partie quand même qui est privilégiée par rapport à l'autre. En droit, ce sont des choses, y compris en droit international, ce sont des choses qui se contestent. Alors, on votait bien sûr cette initiative dans la niche parlementaire du Rassemblement national, on votait bien sûr le groupe allié UDR, une bonne partie du groupe LR. D'ailleurs, à une voix de majorité, je tiens à féliciter pour moi le député de Haute-Corse, ma circonscription, François-Xavier Tchéco, qui a sûrement été celui qui a fait basculer. Je m'enorgueillis quand même du vote de Tchéco. J'avais favorisé son élection, notamment par plusieurs circonstances. Et alors, également, le groupe Horizon, mais moi, je pense que le groupe Horizon, ça vient plutôt de la part d'Édouard Philippe, qui veut mettre une caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron, je pense, et essayer de se rattacher ce qui reste de LR. C'est plus pour moi une question de tactique qu'une question une question idéologique. Monsieur Attal, comme d'habitude, a fait preuve du courage dont on le connaît. Il avait demandé une abrogation des accords de 68, mais il n'est pas venu voter à l'Assemblée. Bon, on va pas encore une fois accabler Monsieur Attal, qui par lui-même nous montre le petit personnage qu'il est au plan politique. Mais justement, ces accords d'Alger ont montré également qu'il y avait une fracture française, une véritable fracture entre la droite et la gauche, qui n'est plus une fracture sur les questions économiques, mais sur les questions de ce qu'est la France, de ce qu'elle est. Et vous avez en effet la gauche aujourd'hui qui se raccroche totalement à ce vote. On dirait en effet que la gauche court après cet électorat franco-algérien et que c'est en effet son électorat de substitution, cet électorat après lequel elle court. Et aujourd'hui, de façon assez scandaleuse, la gauche qui a toujours prétendu défendre la liberté d'expression des écrivains, pas un mot pour Boualem Sansal, qui est une affaire quand même
emblématique, hein, Boualem Sansal, qui est non seulement un grand homme, mais également un très très grand écrivain, hein, pour la francophonie. Moi, j'avoue que j'ai lu Boualem Sansal et cet homme écrit un français pur, parfait, fin. C'est pour moi quelqu'un qui mériterait le prix Nobel de littérature, hein, contrairement à ce qu'on a vu. Et je crois je crois qu'il supporte pas la comparaison avec la dénommée Annie Ernaux, qui a été célébrée par Monsieur Mélenchon, qui est une très très piètre écrivaillonne. J'ai quand même le droit de le dire pour moi par rapport à Boualem Sansal. Mais cet accord algérien, justement, il pose une question d'identité française. Alexandre Delval. Oui, c'est assez consternant ce qui s'est passé, mais le problème, j'en parle dans ce livre d'ailleurs, c'est que en géopolitique, la géopolitique, c'est l'influence bien sûr du milieu sur l'homme. L'influence du territoire, c'est un combat, c'est une rivalité, des rivalités de pouvoir sur des territoires. Sur les territoires habitent des hommes et ces hommes ont une démographie. Et c'est pour ça que Gaston Boutoul, que vous connaissez probablement, le grand polémologue qui a inventé la science la discipline de la polémologie, disait que le paramètre démographique est fondamental. Et j'en parlais avec Brochant, vous savez, l'ancien chef des... Pierre Brochant, Brochant, la DGSE. L'ancien chef de la DGSE, dont le frère a été maire de Cannes. J'ai échangé avec lui pendant un petit moment à Cannes lors de mon dernier passage. Et c'était assez pessimiste, hein, d'échanger avec lui, mais un grand serviteur de l'État qui n'est pas encarté dans aucun parti qu'on pourrait qualifier d'extrême, etc. Il me disait que sa parole était très rare, qu'il posait chaque mot. Parfois, il accorde des interviews au Figaro. Mais il me disait, ce qui est le plus grave dans cette histoire, c'est que à partir d'un certain nombre, et sachant qu'il y a le droit du sol, qui permet une automaticité de l'acquisition de la nationalité, à partir d'un moment, c'est comme une énorme boule qui roule dans un terrain en pente et il n'y a pas d'arbre. Et cette boule, elle s'accumule. Mais qu'est-ce qui peut arrêter une telle masse? Parce que une fois que les gens sont installés et qu'ils ont la nationalité et qu'ils ont des avocats, des juges, des lobbyistes, aussi des gens qui savent aussi occuper le terrain, voire faire peur dans certains quartiers, il y a tout un effet, et bien sûr ils ne sont pas tous comme ça, il y a aussi, il faut reconnaître, de nombreux Français d'origine algérienne qui sont des citoyens exemplaires. Bien Moi sûr. je dis souvent, avec l'Algérie on a le pire et le meilleur. On a par exemple, en France, quand j'ai étudié pendant 30 ans l'islamisme, maintenant je passe un peu à autre chose, j'ai remarqué que souvent les imams les plus républicains, les plus modérés, les plus anti-islamistes, les plus compatibles avec la laïcité et la République, c'est souvent des Algériens. Donc dans l'Algérie, il y a le pire et le meilleur. Mais on a aussi la DZ et on a aussi la voyoucratie. Mais souvent, on mélange... Sur l'Algérie, on rendra quand même hommage à Ferhat Mehni, qui dans quelques jours s'apprête à lancer justement une déclaration d'indépendance. Je crois qu'il faut avoir une pensée pour cet homme d'un très grand courage. Et pour ce peuple kabyle en France, qui est également exemplaire, parce que nous connaissons beaucoup de Kabyles, ce sont des gens qui cultivent leurs racines, mais qui sont des gens assimilés, souvent des propriétaires de cafés, de bars, etc. Il y a un danger pour eux, tant en Algérie qu'en France. Il y a un danger, et j'en parlais avec son équipe lorsque je l'ai rencontré, et je le salue aussi, c'est un homme très courageux. C'est qu'aujourd'hui, l'Algérie a un tel effet de masse et une telle représentation, un tel pouvoir de contrôle, pas uniquement sur des quartiers, mais sur les Algériens en général, que, un exemple, un Kabyle qui serait trop kabyliste, trop séparatiste ou autonomiste, il peut non seulement être tué, mais là c'est un cas extrême, mais surtout on peut le priver de son visa. Et un taxi Kabyle l'autre jour me disait... Moi, j'en veux à Ferhat. Pourquoi, c'est mon ami, pourquoi vous lui en voulez? Il me disait, à cause de cette déclaration d'indépendance, les Kabyles qui sont d'accord avec lui, on exerce un chantage sur eux. Ils ne peuvent plus retourner en Kabylie. Ils ne peuvent plus retourner voir leurs parents. Mais ils ont une maman qui est en train de mourir. Ils ne peuvent pas y aller. Et ça exerce une pression énorme. Donc le pauvre Ferhat Mehni, ça va être très compliqué de faire basculer la communauté kabyle dans son aventure de déclaration d'indépendance, parce que l'Algérie exerce une pression énorme, mais aussi des menaces sur toute son équipe. Son gouvernement est en exil, que j'ai rencontré, sont très menacés. Et l'assassinat de son fils. L'assassinat de son fils en plein Paris. Donc, bien sûr, il est très courageux. Mais il y a un autre problème, c'est que en dehors du MAC, le Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, son mouvement, il y a aussi une arabisation des Berbères en général. Je l'ai constaté aussi en Belgique.
en Belgique comme en France, les Berbères rifins marocains en Belgique ou les Kabyles en France, qui sont tous les deux berbères, souvent sont arabisés également en France. Parce que quand ils sont récupérés par des imams, fréristes, salafistes ou autres, ou tous ceux qui font la réislamisation, et souvent ils parlent mal la langue d'origine, eh bien, on les assigne à une communauté arabo-musulmane en France. C'est-à-dire qu'un Kabyle peut être très Kabyle en Kabylie, mais quand il arrive en France et qu'il est dans un quartier où il y a beaucoup d'Algériens, certains Kabyles arabisés ou certains arabes tout court, enfin qui se disent arabes parce que tout le monde est berbère, eh bien en fait, en France, ils perdent un petit peu leur kabilité quand ils sont entourés de personnes qui sont arabophones. Et donc, il y a un vrai risque de l'arabisation des Algériens en France et en Europe. Et donc, ce que j'ai conseillé à Ferhat Mehni, je lui disais, il y a bien la communauté des Arméniens de France, ou les communautés arméniennes de France. Il y a le conseil des Assyro-Chaldéens de France, qui chaque année invite, peut-être que tu es allé, et il y a bien sûr le CRIF pour la communauté juive. Pourquoi vous ne faites pas un conseil des communautés kabyles de France et que vous ne devenez pas un lobby au sens noble du terme, qui défend des intérêts culturels, qui montre qu'un Kabyle, c'est un peu un exemple d'intégration, il a des racines, mais peut être un très très bon français républicain. Et souvent, les Kabyles ont une dimension politique avec la défense de la Kabylie et le MAC, c'est carrément la déclaration d'indépendance. Mais à mon avis, le plus urgent, ce serait que les Kabyles de France restent Kabyles. Ils deviennent des bons Français, mais qu'ils n'oublient pas leurs racines kabyles. Et pourquoi ? Parce que si on veut sauver la France aujourd'hui, il faut contrôler les flux migratoires, il faut contrôler, bien sûr, empêcher les flux clandestins, mais aussi réguler et diminuer les flux migratoires officiels, mais aussi, si on a besoin de migrants, diversifier l'immigration en faisant privilégier des zones qui ne sont pas trop représentées et beaucoup plus compatibles civilisationnellement. Par exemple, des Philippins chrétiens ou des Latino-Américains chrétiens, ou, je sais pas, ou des Ukrainiens ou des gens qui viennent de civilisations plus compatibles. Parce que sinon, la France ne survivra pas. Un pays dont la minorité devient exponentielle et prend une trop grande part, il n'y a rien contre l'Algérie là-dedans. Mais si un jour l'immigration française extracommunautaire est pilotée à 80% par un pays, la France deviendra un enjeu pour ce pays et une terre d'ingérence pour ce pays. Et donc ça, c'est extrêmement grave. Mais on n'a pas uniquement la voix de, par exemple, déchoir de la nationalité française ceux qui seraient mal intégrés, qui ne seraient pas loyaux, etc. Ça restera pas des chiffres énormes. La remigration, elle est fort difficile puisque la plupart des gens sont devenus français et les Algériens, comme tu le disais, sont plus facilement francisables que les autres. Il y a une voie qui est intéressante aussi, c'est justement jouer sur la diversité. De même qu'un Turc sur deux peut être, dans beaucoup de régions de France, un Kurde, et donc pas du tout un Turc turco-islamique, et bien de même, un Algérien sur deux à Marseille, par exemple, ce que j'avais étudié sur le terrain... On estime sur 5 millions d'Algériens nationaux, on ne parle pas des binationaux, il y a au moins 2 millions de Kabyles. Au moins 2 millions. Et à Marseille, quand j'étais encore étudiant à Marseille, il y a très 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 longtemps, il y a plus de 30 ans, une étude avait été faite sur ce qu'on entendait, le dialecte que l'on entendait à la Canebière, et une étude apparemment de l'université de sociologie de Marseille-Aix avait analysé qu'il y avait presque un peu plus de 50% de ceux qui étaient considérés comme des Arabes, parce que c'est un mot fourre-tout, mais on a affaire à des Maghrébins qui sont d'origine berbère et qui sont arabisés, ce qui est assez différent. Eh bien, 50%, on sentait, sur les gens qui avaient fait une étude pendant plusieurs mois, c'était une étude universitaire, eh bien, étaient des Kabyles. Mais ces Kabyles, 30 ans plus tard, peut-être qu'uniquement une partie d'entre eux est restée consciente de sa kabyléité. Beaucoup vont se dire, je suis d'origine algérienne. Et l'islam aidant, parce que l'islam est un liant extrêmement important, l'islam aidant, cette réislamisation des jeunes, souvent, met de côté la kabylété qui est suspecte, parce que le kabyle, il élève des cochons sauvages dans ses montagnes, et donc souvent, l'enfant de kabyle qui n'a pas trop appris le kabyle, eh bien, et l'enfant de l'enfant, la troisième génération, il va rester algérien et musulman, mais il va oublier sa kabylété. Et donc, on devrait faire beaucoup en France pour ne pas ranger dans une seule catégorie tous les Maghrébins dans une catégorie arabo-islamique. Parce qu'un Maghrébin, il est musulman s'il le choisit, s'il a envie, si c'est sa foi, il n'est pas forcément
obligé d'être dans une catégorie. Et s'il est berbère, il n'est pas forcément arabophone. Mais ça, on oublie, on les met tous dans la même case. Rappelons-nous que le plus grand saint docteur de l'Église, saint Augustin, était lui-même d'origine berbéro-kabyle, romanisé avec le génie romain. Pascal Mas, vous souhaitez ajouter avant qu'on passe à des propos sur le livre de mais Pascal? Je pense que vous allez bien appréhender ce que je vais dire. Ce qui se passe avec le régime algérien, je ne parle pas du peuple, je parle de la gouvernance algérienne, c'est le dernier résidu d'un État soviétique. C'est-à-dire que c'est géré par une mafia qui ne rend compte à personne, surtout pas son propre peuple, corrompu comme il n'en est pas possible, qui a des privilèges puisque la plupart des oligarques, je les appelle comme ça, c'est-à-dire les généraux algériens, ont des biens à l'étranger, leurs enfants font des études en France, ils sont soignés en France, etc. etc. C'est-à-dire que c'est exactement la structure que Khrouchtchev avait instaurée pour l'Algérie indépendante de 1962. Et ça perdure. Mais ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens ont oublié ce que c'était, que la structure soviétique, surtout brejnevienne, et ils ne se rendent pas compte que ça fonctionne toujours comme ça. Donc, avec les résultats qui sont évidemment les mêmes que sur le territoire soviétique de base. Donc voilà, je crois qu'il va falloir, comme on est à une époque, et ce n'est pas un historien comme vous, Alexandre, qui allait me contredire, qu'il y a un renouveau du trotskisme. Il y a dans certains pays comme l'Algérie qui survivent avec une structure soviéto-brejnevienne. Il serait peut-être temps de se réveiller, c'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas oublier comment c'était ou rappeler ce que c'était. Voilà, mais surtout, là, très rapidement, aujourd'hui, la raison d'être du régime algérien, c'est de taper sur la France, et beaucoup d'Algériens n'en sont pas dupes. Et c'est ça qui est déplorable. Au-delà même du soviétisme, c'est un pays dont la caste au pouvoir qui pille toutes les ressources, qui n'a même pas rénové les installations gazières. Aujourd'hui, il y a un paradoxe. L'Algérie ne peut pas augmenter sa vente de gaz à plus de pays parce que les infrastructures qui n'ont pas été assez rénovées ne sont même pas capables de suivre. Et donc, c'est une caste qui, pour faire oublier sa kleptocratie, tape sur la France. C'est un carburant qui marche avec une partie du peuple, ça marche. C'est un peu comme quand Erdogan tape sur les minorités, ça s'appelait à son allié le parti d'extrême droite MHP, et c'est de bonne guerre. Mais nous devrions montrer un petit peu que nous sommes également un peu respectables. Et je pense qu'on pourrait très bien couper toutes les vivres, tous les accords, couper un certain nombre d'avantages que nous donnons à la junte algérienne, l'empêcher de venir se faire soigner, couper tous les visas de la caste, et pas du peuple, mais de la caste. Enfin, le peuple, il faudrait les réduire déjà, parce qu'il y en a beaucoup trop, depuis Sarkozy d'ailleurs, c'est pas que la gauche. Et voilà ce que j'avais à dire là-dessus. On a beaucoup de moyens de pression, mais... C'est le syndrome Retailleau, on montre les muscles, mais on ne fait pas grand-chose. Et on ferme 20 consulats en France sur 23. Oui. Chers amis, le temps d'une annonce, et nous évoquerons ensuite le livre d'Alexandre Delval. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Bien, chers amis auditeurs, nous retrouvons donc pour évoquer aujourd'hui le nouveau livre d'Alexandre Delval, donc ce livre, Le Nouvel Ordre Post-Occidental, aux éditions de l'Artilleur. Alexandre Delval, pourquoi ce livre? Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Parce qu'on n'arrête pas de parler du monde multipolaire depuis, déjà, moi j'ai travaillé et j'ai écrit beaucoup d'articles sur le monde multipolaire depuis au moins 2008-2009. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre mot plus intéressant? Alors, le monde multipolaire, ça reste une expression intéressante, mais l'ordre qui vient. D'ailleurs, ce n'est pas un ordre, je le dis dans mon introduction, j'aime bien déconstruire mes propres termes. L'ordre, c'est un peu une convenance, mais comme tu le sais, parce que tu enseignes les relations internationales, Raymond Aron préférait l'expression de système. Raymond Aron préférait l'expression de système. On est dans un nouveau système international qui est en partie multipolaire, mais pas que, et j'ai voulu trouver une expression qui montrait cette période de transition. Nous sommes dans une transition entre deux systèmes. Et on peut dire qu'il y a trois grands blocs. Le bloc occidental, qui veut garder ses parts du gâteau, son contrôle des institutions internationales, soi-disant multilatérales, mais qui sont quand même de facto, pour beaucoup, chapeautées, contrôlées par des pays américains ou occidentaux. Deuxième bloc,
qui affronte le premier, qui est en rébellion contre le premier, dont la Russie est l'avant-garde, mais la Chine est bien derrière, bien solidaire. C'est le bloc russo-chinois, avec bien sûr leurs alliés les plus anti-occidentaux, nord-coréens, Venezuela, Cuba, etc., et Iran. Iran et Nord-Corée, parce que au niveau de la fabrication des munitions, des drones, des missiles, ça peut quand même être, en cas de guerre mondiale, ça pourrait être une force quand même, si on agglutine tous ces pays souvent totalitaires, il y a quand même une fabrication de munitions qui serait déterminante, parce qu'une guerre, ça se gagne par le moral, la masse et les munitions. Et enfin, il y a un troisième bloc que l'on met à tort dans le bloc anti-occidental, qui est un bloc des multi-alignés, qui est un bloc très différent des deux premiers. Et quand on parle de multipolaire, en fait, ça inclut deux réalités très différentes. Ceux qui sont en lutte contre l'Occident et au bord de la guerre générale avec l'Occident, c'est le second bloc. Par contre, l'Inde, la Turquie, que vous connaissez très bien, les Émirats arabes unis qui ont rejoint les BRICS, que ce soit l'Arabie saoudite, tous ces pays ont de très très bons rapports avec l'Occident. L'Inde vient de renouveler d'ailleurs un accord stratégique avec les États-Unis, avec le Quad, la Quadrilatérale Alliance. Donc ces pays-là ne sont pas anti-occidentaux. Donc j'ai voulu montrer que le monde multipolaire, finalement, c'est ces deux réalités très différentes qui cohabitent. Dans le monde multipolaire, dans la requête multipolariste, on a à la fois des anti-occidentaux, mais on a également des pro-occidentaux qui veulent juste qu'on ne les ennuie pas dans leur précaré. Par exemple, la Turquie, pro-occidentaux de facto, puisque membre de l'OTAN, les Émirats, une base française militaire, le Qatar, une base américaine, sont des pays qui objectivement sont avec l'Occident, mais ils ne veulent surtout pas que les institutions et l'ingérence occidentale viennent mettre un nez dans leurs affaires, et donc ils sont multipolaristes. Et donc, pourquoi nouvel ordre post-occidental? Ce qui va changer, c'est surtout le fait que l'Occident ne sera plus hégémonique dans ses valeurs, ses institutions et ses systèmes de défense. L'Occident va rester encore longtemps, je pense, assez important, et l'Amérique, le primus inter pares, mais cet ordre multipolaire va être composé de pays pro, anti ou neutres par rapport à l'Occident, qui voudront leur propre système de gouvernement. Ils ne veulent pas qu'on leur impose une démocratie quand ils sont démocrates, qui sera les démocraties libérales. Par exemple, l'Inde, première démocratie au monde, elle est dirigée par un hindouiste adepte de la doctrine de l'Hindutva, parce que j'ai tout un chapitre sur les modèles multipolaristes et alter-occidentaux ou post-occidentaux. L'Inde ne veut pas qu'on lui impose notre modèle de démocratie, même si elle est une démocratie. Vous connaissez bien la Turquie. La Turquie est quand même une démocratie, formellement. Il y a tout de même des élections, mais c'est une démocratie illibérale, sous contrôle, avec certaines normes qui ne seront jamais acceptées, certaines valeurs occidentales qui ne seront jamais acceptées. Et donc voilà, c'est ça, le monde post-occidental, si vous voulez, ou le nouvel ordre post-occidental, c'est une transition, mais on ne connaît pas encore l'issue. Est-ce que l'Occident va accepter cette transition en en acceptant des deals, des accords avec les grandes puissances? Parce que là, j'ai un passage aussi sur les nouveaux empires, donc la Russie, l'Inde, la Chine, la Turquie qui ont des prétentions impériales, et l'Iran, on peut rajouter aussi l'Iran, mais aussi, pourquoi pas, des pays comme l'Arabie saoudite qui veulent une hégémonie régionale. Est-ce qu'on va accepter que les pôles importants ou relativement importants aient leur propre doctrine Monroe? Est-ce qu'on va accepter pour eux la doctrine Monroe que nous avons exigée pour l'Amérique, ou la doctrine Monroe que l'Union européenne exige dans son précaré, puisque l'Union européenne n'arrête pas de dire qu'il y a des endroits où les Russes et les Chinois n'auraient pas le droit de faire de l'ingérence. Donc c'est une façon d'avouer que nous avons une sphère d'influence. Est-ce que l'Occident, pour résumer, pour conclure, l'Occident acceptera-t-il de reconnaître légitime pour d'autres pôles, donc multipolaires? Est-ce que d'autres pôles auront le droit à leur propre doctrine Monroe? Est-ce qu'on va accepter qu'ils aient eux aussi leur sphère d'influence, ou est-ce qu'on va continuer à penser que sous prétexte que nous sommes des démocraties libérales, seuls les Occidentaux auraient le droit de faire de l'ingérence? Et vous avez compris où je veux en venir. J'ai tout un chapitre sur la genèse de la guerre en Ukraine. La genèse de la guerre en Ukraine, on peut affirmer que ce n'est pas que l'extension de l'OTAN, c'est beaucoup ça. C'est aussi des missiles et des batteries antimissiles qui posent beaucoup de problèmes en termes de minutes pour intercepter le missile de l'ennemi, mais c'est aussi un système, ce sont des valeurs, des institutions, un modèle politique que l'Occident, pensant qu'il est le meilleur système au monde,
l'Occident d'ailleurs qui n'a plus rien à voir avec l'Occident judéo-chrétien, je commence mon premier chapitre là-dessus, l'Occident n'a plus rien à voir avec une civilisation enracinée, telle que nous le définissons, enfin tel que les élites le définissent. L'Occident est devenu un système global, un globalisme. Que Zinoviev, le grand dissident anti-soviétique Alexandre Zinoviev, avec qui j'avais échangé dans les années 2000, qui est mort depuis un certain temps, a appelé l'occidentisme. Donc j'oppose dans mon livre l'occidentisme, qui est la mutation globaliste, mondialiste de l'Occident, à l'Occident enraciné, qui lui est en quelque sorte persécuté par le second. Cet Occident mondialiste, occidentiste, globaliste, veut empêcher les souverainetés et les traditions et a littéralement oblitéré, à organiser une auto-éviction de l'Occident identitaire. Et donc le reste du monde a compris que l'Occident, parce que quand un Turc, un Maghrébin, un Indien, un Malaisien, même musulman, vient à Paris, ne croyons pas qu'il dit « Ah, mais c'est super ce modèle, on est là, il y a plein de musulmans, on est en train d'islamiser. » Non, il se dit, s'il est avant tout patriote, il se dit « Attention, si nous adoptons le système occidental, on aura des cités avec des quartiers gays d'un côté et des autochtones déracinés de l'autre qui devront subir une immigration allogène de masse. Beaucoup de Turcs ou de Maghrébins ou de Malaisiens ou d'Africains ou d'Asiatiques se disent l'Occident est devenu une autodestruction identitaire. Voilà ce que je voulais dire sur la raison de ce livre. Je voulais montrer en fait que, bizarrement, rien ne ressemble plus au programme des populistes identitaires européens que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde multipolaire. Regardez, même quand je suis avec mes étudiants, et je suis sûr que vous avez dû faire pareil, quand j'ai des étudiants, je leur dis, par exemple, je parle à un Malien, un Algérien, on parlait des Algériens tout à l'heure, je leur dis, c'est important pour vous le drapeau? Il me répond, bien sûr. La nation, c'est important, bien sûr. La patrie, c'est important. La religion, c'est important. La famille, les frontières, ah oui. Et est-ce que vous aimeriez que dans votre pays, ça soit un peu comme ici, que n'importe qui peut avoir son propre modèle de société, y compris cracher sur le drapeau? Il me dit, ah ben non, chez nous, il est zigouillé. Et donc, en fait, je leur dis, finalement, vous êtes beaucoup plus dur encore que l'extrême droite européenne. Vous êtes encore plus droit dans vos bottes et identitaire. Et il rigole, il me dit, oui, si on le voit comme ça, j'avais jamais pensé, mais c'est clair. Donc aujourd'hui, le grand paradoxe, c'est que face au mondialisme, il n'y a rien de plus proche que le monde anti-occidental ou post-occidental, c'est-à-dire les pays multipolaristes qui veulent échapper à l'influence de l'Occident, que jadis on aurait pu mettre dans la case tiers-monde, qu'un progressiste occidental pourrait voir comme un allié. En gros, les gens du tiers-monde, c'est les alliés des gauchistes occidentaux. Bien non, c'est l'inverse. Un identitaire du tiers-monde, de l'ex-tiers-monde, que j'appelle plutôt les Sud et les Est, le reste, il y a l'Occident et le reste, the West and the rest, eh bien ces pays-là, ils se disent, on ne veut surtout pas ressembler aux résultats d'une société de l'ordre libéral international, le fameux OIL, dont c'est le filigrane de mon livre. C'est une expression de John Hickenberry. C'est un analyste américain qui défendait l'Empire américain et il disait « Nous avons inventé l'ordre international libéral fondé sur des règles pour cacher et pour faire survivre l'hégémonie américaine. » En gros, le mondialisme a été créé pour cacher l'hégémonisme américaine, mais il a échappé à son créateur. Et il s'est retourné contre lui-même, et c'est pour ça que l'Amérique est traversée entre des globalistes totalement autoracistes qui veulent détruire leur propre identité judéo-chrétienne, protestante, white anglo-saxon protestant, et d'autres qui ont voté pour l'America First, qui veulent une préservation de leur système. Et c'est pareil dans tous les pays occidentaux. Donc, je répète, bizarrement, il n'y a rien de plus proche des conservateurs et des populistes et des identitaires européens que les requêtes des nationalistes algériens, des nationalistes malaisiens, d'Erdogan, de ses alliés de l'extrême droite, qui sont finalement beaucoup plus durs que l'extrême droite européenne. L'extrême droite européenne, ou ce qu'on appelle l'extrême droite, qui est plutôt les populistes européens identitaires, sont beaucoup plus modérés. Ils sont beaucoup plus modérés et centristes qu'un patriote normal, malaisien, turc, algérien ou tunisien. Alors, juste avant de passer la parole à Pascal Mas, vous parlez notamment d'une différenciation au plan des valeurs. Oui. Et moi, il y a toujours un certain nombre d'éléments de faits qui reviennent en cause. Vladimir Poutine, octobre 2022, dans son discours sur les buts de guerre en Ukraine, dit que son but ultime, c'est d'empêcher qu'un jour, dans cette guerre, sur les passeports russes, il y ait parent 1 et parent 2 et non plus père et mère. 2023, Erdogan est réélu président de la République. Ses premiers mots, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que chez nous, désormais, les LGBT ne gagneront jamais. Et même un fait moins important,
relativement, mais Mélenchon fait une visite il y a quelque temps au Sénégal, chez son Navel Mimu, il fait l'éloge du mariage homosexuel devant l'université de Dakar, il est hué, il a du mal à terminer sa conférence. Alors justement, est-ce que là, il y a aussi un Occident qui n'est pas rejeté au nom, entre guillemets, des valeurs, hein, je parle notamment l'idéologie LGBT, le fait que la plupart des pays occidentaux, alors là, c'est pas un jugement de valeur que je porte, hein, c'est une différenciation des pays occidentaux, est adopté le mariage homosexuel, l'immigration, le multiculturalisme. Est-ce que tout ça, justement, alors qu'avant c'était l'Occident chrétien ou c'était l'Occident laïque, c'était l'Occident capitaliste, ce qu'on veut, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas cet Occident, en quelque sorte, qui voit ces principes fondamentaux s'effondrer, justement, qui est critiqué par ce reste du monde? Je pense que ce que le reste du monde critique, c'est l'Occident globaliste. Et quelque part, la désoccidentalisation actuelle du monde, parce qu'elle existe, hein, si vous allez au Mali, en Algérie, au Niger, si vous allez en Malaisie, le pays de Mahathir, vous savez Mahathir quand même, Mohamed Mahathir, l'homme qui a eu des propos d'une violence inouïe contre la France. Qui a appelé au meurtre contre les Occidentaux. Il a appelé au meurtre des Français après Charlie Hebdo. Quand vous allez dans tous ces pays, on peut dire qu'ils n'en veulent pas vraiment à l'Occident des chevaliers, à l'Occident des cathédrales. Ils en veulent à l'Occident globaliste qui veut contaminer tout sur son passage. Si vous voulez, ces pays-là voient l'Occident non pas comme une civilisation enracinée, ils voient l'Occident, ça me fait de la peine de le dire, hein, mais l'Occident, ils le voient comme un virus. Ce n'est pas du tout une civilisation chrétienne qui risque ce sont des termes qui reviennent, hein, un virus. Ce sont des termes même qui reviennent dans la bouche de Chinois, d'Africains, d'Arabes, de absolument. Turquie, ouais. Et c'est pour ça que je dis qu'un traditionnaliste européen qui est conservateur et qui veut voter pour J.D. Vance aux États-Unis ou pour De Villiers ou Zemmour en France ou autre, eh bien finalement, il est en accointance totale avec ces gens, sauf qu'il est beaucoup plus modéré. Ils sont beaucoup plus extrême droite que ce qu'on appelle extrême droite ici. Donc voilà, quelque part, c'est une bonne nouvelle que l'Occident diminue dans le monde, que son influence diminue, puisque ce n'est pas l'Occident. Ma thèse, si vous voulez, c'est que l'Occident n'a plus rien à voir avec l'Occident. L'Occident global, qu'on va appeler l'Occident 2, n'a plus rien à voir avec l'Occident enraciné, l'Occident 1. Plus rien à voir. Et donc, la désoccidentalisation du monde, ça va être quoi? Ça va être une déglobalisation. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle il y a un horizon indépassable, une sorte de parousie, une eschatologie, ou alors une sorte de vision hegelienne, linéaire, le monde un jour va se perfectionner après avoir eu la tribu, la nation, puis la fédération européenne, on aura le monde. En gros, l'idée, c'est ça. L'Occident, eh bien, c'est une bonne nouvelle que le monde se désoccidentalise, parce que ça veut dire qu'il va se démondialiser. Ça veut dire qu'on va revenir à quelque chose de beaucoup plus sage, ce que le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, Jahan Shir, a appelé le monde multiplexe. C'est-à-dire il y aura une acceptation de plusieurs normes différentes. Il y aura des normes islamiques en pays islamique, des normes hindouistes avec l'Hindoutva, avec le BJP au pouvoir en Inde, des normes slavo-orthodoxes avec une vision identitaire slavo-orthodoxe en Russie, mais aussi avec d'autres civilisations qui sont intégrées, parce que la Russie est plurielle. Mais en gros, on va avoir un monde, le monde post-occidental, c'est un monde où il y aura une pluralité des institutions, des valeurs et des normes. Alors que jusqu'à aujourd'hui, l'Occident, en se croyant global, en confondant l'Occident et le monde, eh bien, on a pensé qu'il fallait que le monde soit comme nous. Puisque nous sommes le monde doit être comme nous. Le monde doit adhérer à notre manière de voir la démocratie, notre manière de voir la Constitution. Un exemple, l'Occident pense que le must de la démocratie, c'est quand le travail des députés est freiné par une cour nommée par des présidents, où il y a 9 ou 10 juges qui décident de la valider au nom d'une loi. Mais depuis quand ça, ce serait la démocratie? Quelques juges qui sont en fait des anciens premiers ministres et des présidents, ils décident si une loi va être acceptée ou pas. Donc le travail du Parlement ne sert plus à rien. Donc le pire, c'est que certains pays du Sud, ceux qui sont des démocraties formelles, ne nous voient même pas comme des démocraties. Ils ont parfaitement compris que chez nous, dans les pays démocratiques européens, les cours constitutionnels ont fait véritablement un coup d'État sur le pouvoir parlementaire. Et aujourd'hui, le travail des députés ne sert plus à rien tant que nous ne sommes pas sortis d'accords internationaux et européens contraignants, tant qu'on n'a pas réformé le préambule de la Constitution française notamment, mais c'est pareil dans la plupart des pays européens, eh bien, nous sommes des démocraties confisquées. Donc, vous voyez, pour résumer, le reste du monde se dit, l'Occident, c'est quoi?
c'est la destruction des valeurs familiales, c'est un prosélytisme, une ingérence permanente, c'est par des renversements de gouvernement par la force ou par l'ingérence, alors qu'ils critiquent constamment l'ingérence russe et chinoise. Déjà, c'est le contre-exemple. C'est la guerre en Libye, c'est la guerre en Irak, c'est 20 ans de massacre de populations innocentes, des civils en Afghanistan. Pour tuer 3 terroristes, on va tuer 50 membres d'une tribu. C'est ça, les valeurs de l'Occident. C'est la destruction quand ce n'est pas la violence. Et donc, finalement, c'est une bonne nouvelle que le monde se désoccidentalise parce que chacun va revenir à son pôle de civilisation, les valeurs de sa zone. Et donc, finalement, il y a 2 possibilités. Soit nous allons accepter ce monde post-occidental en acceptant des sphères d'influence différentes, que chacun ait ses valeurs chez lui, ses institutions chez lui, soit il y aura un clash global. Et je fais plusieurs scénarios, parce que dans mon livre, je n'ai pas envie de faire de la doctrine, de l'opinion, de l'idéologie. J'essaie de faire un travail vraiment géopolitique. J'ai à chaque fois 3 ou 4 scénarios. Alors, on a le conflit Iran-Israël, il y a Gaza, il y a le Liban avec le Hezbollah-Israël, il y a bien sûr la guerre en Ukraine, il y a Taïwan. Et à chaque fois, j'ai plusieurs scénarios. Et au niveau de la conclusion, dans le scénario global, si nous n'acceptons pas de partager le gâteau mondial, de redistribuer les pouvoirs au niveau international, la guerre deviendra générale. Et nous sommes en risque de 3e guerre mondiale, puisqu'elle est déjà un peu en cours. Cette guerre autour de l'Ukraine, en fait, c'est une guerre autour des puissances outsiders et des puissances en place. Certains disent, en relations internationales, que vous enseignez aussi, les puissances du statu quo et les puissances révisionnistes. Et si on ne trouve pas un accord entre ces 2 visions totalement différentes, celles qui veulent un statu quo de notre prééminence et ceux qui veulent une nouvelle définition, un exemple, l'Inde et la Chine, qui ne sont pas du tout bellicistes, ils voudraient faire partie du Conseil de sécurité permanent. Bizarrement... La Chine en fait partie. L'Inde et le Brésil. Ouais. L'Inde et le Brésil, qui ne font pas partie du Conseil de sécurité permanent, voudraient en faire partie. Et bizarrement, la Chine, qui pourtant est l'ennemi de l'Inde, ne bloque pas. C'est pas la Chine qui bloque l'entrée de l'Inde. Membre permanent, il faut souligner, mais sans droit de veto. Voilà, absolument. C'est leur proposition. Le Japon aussi avait fait une telle proposition. Bizarrement, c'est la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis aujourd'hui qui refusent une réforme du Conseil permanent de sécurité. C'est assez étonnant, mais en fait, c'est pas du tout étonnant. Ceux qui ont une prééminence sur les institutions internationales dites multilatérales, mais qui sont souvent de facto unilatérales, puisqu'elles sont contrôlées pour la plupart par les Occidentaux, eh bien, c'est eux qui bloquent. Et bizarrement, ce sont les pays que l'on accuse d'être totalitaires et contre le multilatéralisme qui veulent réformer le multilatéralisme pour qu'il ressemble plus à l'état du monde actuel. Pascal Mas. Je me régale d'écouter Alexandre Delval. Bon, parce que pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce que j'ai tous ces livres dans ma bibliothèque. Là, je vais en avoir un autre encore plus, cette fois-ci dédicacé, donc j'en suis très fier. Mais je veux dire par là, c'est que il vient d'expliquer ce qui a nourri la réflexion qui a abouti à la création des BRICS. C'est-à-dire que les pays qui sont devenus les fondateurs des BRICS, Russie, Inde, Chine, n'avaient pas demandé, ne souhaitaient pas faire un pôle anti-occidental. Ils demandaient simplement, comme vous venez de le dire, Alexandre, avoir un peu plus de poids dans les institutions internationales, notamment celle de Bretton Woods. Oui. Et ils se sont vus opposer une fin de non-recevoir. Donc, ça a permis de crisper des puissances émergentes et même bien émergées, que sont la Chine, la Russie, l'Inde, qui ne sont pas des pays sous-développés. C'est fini cette histoire. Ah oui. C'est quelle folie de les définir. Comme ça, sous-développés ou d'en aligner à la main. Voilà, la conférence de Bandung, tout ça. C'est terminé tout ça. Et donc, ces pays se sont dit, puisqu'ils ne veulent pas de nous, eh ben, on va faire autrement. Mais sans s'enfermer dans des institutions comme l'Union européenne et tout ça, puisque l'un des points, des piliers des BRICS et du nouveau monde du Sud, c'est la souveraineté totale. Et il peut y avoir, par exemple, des cas où des pays qui sont membres des BRICS, alors je pense notamment à la Russie et la Chine, qui peuvent avoir un conflit avec les Ouïghours. Alors, les Ouïghours sont les ancêtres des Tatars, que je connais bien. François, c'est pas la peine de rire. Les Chinois sont en train d'exterminer le peuple ouïghour, mais la Russie ne dit rien. Et les pays musulmans non plus. Voilà. Alors qu'ils nous accusent d'être islamophobes en permanence au Conseil
les droits de l'homme des Nations Unies basé à Genève. J'avais été observateur, j'avais constaté cela. Mais bizarrement, ils ne disent rien contre le pays qui massacre le plus de musulmans. Ça montre que la réelle politique, Voilà. elle prime sur le théâtre, et surtout quand on n'est pas culpabilisé, ça ne marche pas. Alors, en ce qui concerne les valeurs, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que d'imposer des soi-disant valeurs, c'est-à-dire les LGBT, toutes ces choses-là, ces pays-là, et leur peuple, parce que c'est même pas les dirigeants qui les ont guidés, c'est les peuples eux-mêmes qui ont dit on ne veut pas de ça chez nous. On ne veut pas de ça chez nous. François évoquait la mauvaise idée de Mélenchon de parler de ça à Dakar. Il a fallu qu'il parte en vitesse parce que il risquait de se faire lyncher. Et le diplomate que Macron avait nommé pour faire la promotion de ces valeurs a été sorti d'Afrique. Oui. Je rappelle que Emmanuel Macron avait budgété 500 millions d'euros pour notamment les ambassadeurs et la propagande LGBT. Imaginez 500 millions d'euros, pas pour l'alphabétisation ou pour que les petits Africains continuent à apprendre le français, mais notamment pour la propagande LGBT, pour dresser notamment sur les ambassades et consulats français le jour de la journée LGBT, je m'en souviens plus. C'est pas une journée qui me marque particulièrement dans l'année d'ailleurs. Donc ce drapeau Absolument. qui est totalement abhorré dans les pays africains. C'est une folie de la part de l'Occident et surtout de l'Europe de faire cela, parce que c'est peut-être un sujet qui pourtant est assez très 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 minoritaire. C'est pas palpable. C'est peut-être la chose qui peut le plus nous griller, griller notre image, nous discréditer auprès de la plupart des pays du reste du monde. Et c'est assez impressionnant. J'ai un exemple que je montre dans mon livre. Dans le chapitre 6, j'énumère toutes les pensées anti-occidentales ou post-occidentales et la diplomatie dite réactionnaire de Poutine auprès de l'Afrique et du monde musulman. Et là, il rafle la mise. Mais un exemple qui est vraiment parlant, si vous disiez les peuples sont révoltés, c'est même pas que les dirigeants. En Ouganda, une loi a été votée qui est très dure, et c'est triste pour les homosexuels, bien sûr, on n'est pas là pour s'en réjouir, mais une loi qui votait même, qui prévoyait la peine de mort dans des cas de récidive pour l'homosexualité en Ouganda. Alors attention, je vous corrige. Vous me permettez de me corriger, cher Alexandre Delval. Je me suis intéressé à cette question parce que je trouvais quand même que cette loi était bien sûr d'une férocité tout à fait scandaleuse. Pas parce que les homosexuels ont un droit. Moi, je fais la différence entre lutter contre l'homophobie, qui est une chose, on n'a pas le droit de s'en prendre à des personnes pour orientation, et la propagande LGBT, qui est une chose tout à fait dévoyée, à mon sens, qui n'a rien à voir. Alors attention, cette loi, ce n'était pas une loi qui condamnait à mort l'homosexualité, mais qui condamnait à mort le fait de transmettre volontairement le sida. Voilà. Oui. Donc c'est quand même pas la même chose. Absolument. Il faut revenir là-dessus. Il ne s'agissait pas. Il y a, à mon avis, les seuls pays qui condamnent à mort les homosexuels sont les pays qui appliquent la charia. Voilà. L'Ouganda, qui est un pays éminemment chrétien, ne pratique pas la peine de mort pour l'homosexualité. Il y a sans doute véritablement une sanction. Je rappelle que l'ami de M. Mélenchon, aujourd'hui au pouvoir, lui a renforcé les lois contre l'homosexualité au Sénégal. Ce qui est là, M. Mélenchon, tous les pays africains condamnent l'homosexualité. Mais attention, l'Ouganda, justement, c'est une fausse nouvelle qui a été propagée notamment dans les milieux européens, parce qu'on voulait sanctionner l'Ouganda, alors que je rappelle que l'Ouganda est un pays qui accueille beaucoup de réfugiés, et il pourrait par vengeance lâcher ses camps et faire monter les réfugiés vers le Soudan, c'est-à-dire vers l'Europe. Grosso modo, la loi qui était en question, c'était une loi qui punissait de mort la transmission volontaire du virus du sida. Mais je n'avais pas terminé, parce que cette loi, elle incriminait aussi les homosexuels qui transmettent le sida. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'Ouganda a préféré perdre un financement du FMI que de réviser cette loi, parce qu'il y avait beaucoup de pression de la part des pays occidentaux qui disaient, si vous ne révisez pas ce genre de loi, parce que c'était une loi qui avait quand même une dimension qui visait les homosexuels, eh bien, il y a eu des pressions occidentales, et l'Ouganda a préféré perdre des millions, des centaines de millions de financement du FMI plutôt que d'abolir la loi. Ça montre l'attachement. Et un autre exemple que je relate dans le livre, M. Macron, la première fois qu'il avait rencontré son homologue El-Sisi en Égypte, la première fois, donc c'était 2019, je crois, il lui avait demandé quelle était la situation des minorités sexuelles en Égypte. Et le président avait répondu pour l'instant, notre préoccupation principale, c'est de nourrir les pauvres Égyptiens. Et la seconde fois, d'ailleurs, il avait été plus habile, il avait compris que c'était quelque chose qui ne passait pas, c'était même pas la peine de l'aborder, ou alors en privé, dans ce cas-là, de manière très très discrète.
Et dernière anecdote, quand j'ai rencontré le grand imam d'El-Azhar, la plus haute autorité sunnite, j'étais avec une amie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, qui a posé une question tout à fait sincère. Elle est militante socialiste, je ne dirai pas son nom, et elle demande au grand imam d'El-Azhar quand est-ce qu'il y aura des imams femmes, qui est tout à fait légitime de son point de vue par rapport à les valeurs de mon ami progressiste, pourquoi pas. Mais le décalage, c'était que cette question a suscité... C'est le seul moment où le grand imam d'El-Azhar est devenu bizarre. Bizarre en retenant une rage, et il nous a même dit, c'est avec ce genre de propositions, qui sont une ingérence, ensuite il y a des réactions radicales dans les pays musulmans. Donc on voit bien comment nous sommes ressentis, notre libéralisme sociétal est ressenti comme un poison qui va déstructurer. C'est quand même que de la part de la gauche, notamment, vous dites que ça vient d'une de vos amis gauche socialistes, c'est que des gens qui sont détachés de la religion, qui ne se préoccupent pas de la religion, commettent quand même des ingérences, veulent dire aux religions ce qu'elles doivent faire. Les religions, quelles qu'elles soient, à mon avis, vous êtes pour une religion, vous n'êtes pas pour une religion, elles ont leur propre quant à soi. Elles sont libres d'ordonner ou de ne pas ordonner des femmes. Absolument. Voilà. Je rappelle qu'il y a quand même des spectres chez les catholiques, de la théologie de libération aux prêtres ouvriers jusqu'au CD vacantiste, qui refuse Vatican II. Le spectre est assez large. Vous avez le choix. Même chez les juifs, du mouvement juif libéral de France au Lubavitch, le spectre est assez large. Il y a même des positions en termes d'éthique, de morale qui sont tout à fait différentes. Mais pourquoi c'est la gauche, à chaque fois, qui veut reprocher aux religions dont elle demande qu'on soit détaché, elle demande à ce que sont les religions, elles ont travaillé à ce que les religions quittent non seulement la sphère publique, mais même des fois la sphère privée avec des persécutions. Pourquoi veulent-elles réglementer les religions ? Ça m'a toujours façonné. Cette volonté de la gauche, notamment, de vouloir réglementer des choses pour lesquelles elle demande un certain détachement. Mais un autre paradoxe, c'est que la Russie, qui a appliqué le marxisme, et quand on sait que Marx et Engels avaient une vision de la famille proche de 68, ce qui est assez rigolo de voir qu'aujourd'hui, ce sont des réseaux politiques russes qui satisfont une demande réactionnaire, traditionnelle, identitaire, alors que jadis, il y avait un travail de sable qui avait été fait par les soviétiques pour encourager ce genre de choses en Occident. Donc ça, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, et ce n'est pas une critique ni un éloge, c'est un fait, la diplomatie russe joue beaucoup sur ce côté épidermique dans les pays islamiques notamment. Et il y a eu d'ailleurs cet été encore un énième congrès Russie monde musulman qui était d'ailleurs bizarrement dans la presse n'a pas beaucoup parlé. Jamais. La presse ne parle jamais d'un événement qui a lieu chaque année, en plus des événements Russie-Afrique. Oleg Ozerov a été longtemps le président, enfin le directeur de cette organisation, en plus des BRICS et de l'OCS. L'OCS, on en parle assez peu, beaucoup moins que les BRICS, mais on ne parle jamais du congrès Russie pays musulmans. On a souvent présenté dans la fantasmagorie de l'extrême droite française, souvent on présente Poutine comme un espèce d'islamophobe qui va buter un islamiste tchétchène jusque dans les chiottes. Vous connaissez cette expression. Une question là, sur Pascal Mas, sous votre contrôle, la Russie est membre observateur de l'OCI ? Oui. Voilà, c'est bien ça. Elle est membre observateur pour l'instant. Depuis plusieurs années, parce qu'elle a une dimension islamique. Après, bien sûr, vous pourrez compléter, parce que c'est votre domaine. Mais c'est très, très intéressant de voir que la Russie a énormément changé dans son image et son rapport avec le monde musulman. Autant quand M. Poutine est arrivé au pouvoir, il était assez occidentiste. Il était pour un rapprochement avec l'Union européenne. Il y avait encore un conseil OTAN-Russie qui fonctionnait. Il téléphonait à George Bush en premier le 11 septembre. Il a fonctionné jusqu'en 2014. Je rappelle qu'il y avait même un partenariat Union européenne Russie qui a été suspendu par l'Union européenne en 2014 lors notamment de l'annexion de la Crimée. Mais il y avait également le COCONA, le Conseil de coopération nord-atlantique de 1994, il me semble, qui fonctionnait, qui avait une volonté quand même en effet de faire en sorte qu'il y ait un rapprochement entre la Russie et l'OTAN, avec peut-être la création, ce qui à mon sens était souhaitable, la transformation de l'OTAN, non plus une alliance, mais un système de sécurité collective qui aurait accueilli la Russie. C'est le projet de Boutros-Ghali en 1992, l'agenda pour la paix, notamment de faire en sorte que les alliances se transforment en système de sécurité collective. On en aurait fini avec notamment la guerre froide en Europe. Et on n'aurait pas eu la guerre en Ukraine. Mais donc, il y a trois Poutines que j'exprime dans ce livre. Il y a un gros chapitre sur la guerre en Ukraine et sa genèse. Il y a trois Poutines, en fait. Il y a le Poutine d'Andropov, admirateur d'Andropov, fonctionnaire du renseignement, encore assez soviète. Il y a le Poutine 2, qu'un de mes anciens éditeurs, qui était président de Fiat, a très très bien connu à l'époque, Serge de Palaine,
Poutine qui conseillait Anatoly Sobchak, l'ancien maire de Saint-Pétersbourg. Ce Poutine-là, il est avec les grandes marques, les relations internationales, avec les grands groupes. Il est pour le capitalisme, il est libéral, il veut se rapprocher de l'Union européenne, voire même beaucoup de l'OTAN, ou réformer l'OTAN, ou rentrer dans l'OTAN. Il y a déjà un partenariat OTAN-Russie qui va bientôt être édifié. Ce Poutine 2, là, il est assez libéral et presque occidentiste. D'ailleurs, Pierre Laurin avait même écrit à cette occasion un livre le pan-Occident vers de la Russie jusqu'aux États-Unis, une sorte d'alliance pan-occidentale. Et il y a le Poutine 3 que nous avons co-fabriqué, je dis co parce que ce n'est pas que de notre faute, mais avec cette ingérence, cette volonté d'exporter notre système, d'étendre nos missiles, et surtout, c'était plutôt des antimissiles en Pologne et en Roumanie, cette volonté d'exporter notre système, de renverser des gouvernements comme en 2005 ou en 2014, participer au renversement de gouvernements, eh bien, nous sommes apparus comme des ennemis existentiels pour la Russie. Et là arrive le Poutine 3, un Poutine 3 qui a beaucoup changé, qui était presque pas islamophobe, mais qui était vu, qui était très bien vu parce qu'il y a eu deux courants sur l'islam en Russie, de toujours. Il y avait un courant assez occidentiste ou plutôt très sceptique vis-à-vis de l'alliance avec les pays musulmans. Et il y avait Primakov que j'ai rencontré, que j'ai connu, qui avait d'ailleurs fait interdire mon premier livre parce qu'il le trouvait trop hostile vis-à-vis de l'islamisme. Mon livre Islamisme États-Unis avait été traduit par le plus grand éditeur russe et Primakov l'avait fait interdire. Et Primakov, lui, il proposait depuis longtemps, et non pas Douguine, parce qu'en Occident, on a exagéré sur Douguine, le conseiller, le cerveau de Poutine. Oui, qui avait un poids marginal. Il ne l'a jamais rencontré une seule fois. Il le considérait comme un cinglé, ce qui est vrai. Alors bizarrement, c'est l'idole de la nouvelle droite européenne et Alain de Benoît qui l'ont traduit. D'ailleurs, Elementi en Russie, c'est le même nom que Élément en France, la revue de la nouvelle droite. Ce monsieur Douguine n'a jamais inspiré. Mais par contre, Primakov, lui, a été un des premiers à répandre cette idée de l'Eurasie. Donc il y a toujours eu deux tendances en Russie. Une tendance occidentiste, on va vers l'Europe et l'Occident, et une tendance, on va vers l'Eurasie. Et le Poutine 3, à cause du fait que nous avons voulu endiguer la Russie, le Poutine 3, lui, eh bien, il s'est dit, finalement, puisqu'il n'y a rien à attendre de l'Occident, allons vers l'Eurasie. Pascal Mas, pour une ultime question. Eh bien, moi, je vais simplement apporter une précision à ce que vient de développer brillamment Alexandre Delval. Le Poutine 3, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est la Russie elle-même. Oui. Parce que il y a un fondement dans la Russie, dans la culture de la Russie, qui est d'ailleurs bien illustré avec l'aigle à deux têtes, c'est qu'elle regarde d'un côté à l'Occident, de l'autre côté vers l'Orient, dont une partie de sa population est originaire. En ce qui concerne la diplomatie de Vladimir Poutine avec les pays musulmans, vous avez mentionné la réunion annuelle du Forum de Kazan. Oui. Hein, où on parle, au début, c'était une dizaine de pays. Maintenant, ils sont... C'était une cinquantaine. C'est cela. Et puis, pas n'importe qui. Il y a l'Indonésie, il y a l'Arabie Saoudite, tout ça qui viennent tous les ans. Hein. Et puis, il y a le forum financier islamique, de la finance islamique, qui se tient également à Kazan. Pourquoi Kazan ? Justement, j'y viens. C'est que Vladimir Poutine est le premier chef d'État Russie à avoir intégré la composante musulmane de son peuple. Il y a 26 millions de musulmans russes, enfin de Russes musulmans, pardon, je préfère dire dans ce sens-là, parce que c'est comme ça qu'on dit là-bas, ce sont des Russes musulmans. Et justement avec la République du Tatarstan qui sert en même temps de vitrine et de modèle par rapport aux autres régions russes, mais aussi de certains pays musulmans, pour bien montrer qu'il est possible d'avoir une coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens. Ça, c'est hérité du djihadisme du XVIIIe siècle. C'est intéressant, le djihadisme. Et donc, ça fonctionne. Et bien souvent, M. Lavrov est indiscutablement le ministre des Affaires étrangères, mais le président Minikhanov, président du Tatarstan, a aussi un rôle spécifique, accepté par le ministre des Affaires étrangères et même encouragé, pour avoir, à travers cette dimension musulmane, des relations privilégiées avec avec certains pays africains. Alors pour nos auditeurs, ça vaudrait le coup de développer très rapidement jadidisme. Ça vient du mot arabe jadid, nouveau, oui. Et c'était une sorte de nouvel islam que les sovietiques et les intellectuels islamologues à l'époque
avait repris. Merci Alexandre Delvas. D'une volonté qui est préexistée. C'est une tradition en Nous Russie. pourrions continuer pendant des heures l'émission. Ce serait un grand plaisir, Alexandre Delval. Merci encore une fois à Pascal Mas d'avoir été à mes côtés. Alexandre Delval, merci beaucoup pour votre présence. Je rappelle le titre de votre livre, Alexandre Delval, le nouvel ordre post-occidental, comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique, aux éditions de l'Artilleur. Donc je ne peux que vous recommander ardemment la lecture. Chers amis auditeurs, bonsoir et nous l'espérons dans 4 semaines.